Alors, ce soir, nous avons une conférence d'histoire. Je suis très heureuse d'accueillir David Sanmarti, qui n'a jamais fait de conférence ici. Nous allons entendre parler des fascismes. Je lui avais demandé de faire quelque chose qui était en lien avec notre thème, vous vous souvenez, c'est l'autre. Et au XXe siècle, on n'a pas très bien mené l'autre, mal mené l'autre, en tout cas, notamment du point de vue politique. On a eu des régimes absolument abominables par rapport à l'autre. Et donc, ce thème des fascismes au XXe siècle, évidemment, est un thème qui m'intéressait particulièrement. Et je trouve qu'il est bon qu'on rafraîchisse un petit peu nos notions par rapport à ça. Alors, David nous a gentiment fait un papier que je vous distribue. Voilà. Oui, je vous ai fait un petit lexique avec un certain nombre d'éléments dont je parle pour éviter que ça dure 3 heures. Voilà, en fait, ça permettra en effet, à chaque fois que je parle de termes, de mouvements ou d'individus qu'on ne connaît pas très bien, de les cibler davantage. Donc, vous avez à peu près 3 pages de lexique sur le fascisme. Et moi, ce dont je vais vous parler ce soir, c'est du fascisme, mais le fascisme en tant que phénomène européen, essentiellement européen, pour éviter de partir un petit peu ailleurs. Alors, en guise d'introduction, ce que je voulais vous dire, c'est que la percée récente de plusieurs partis d'extrême droite en Europe a parfois été perçue ces derniers temps comme une nouvelle menace fasciste sur le continent européen. Alors on a eu l'arrivée du Front National en 2002 aux élections présidentielles au second tour, la percée d'une liste aux Pays-Bas qui s'appelle la percée de la liste Pim Fortuyn, hein, les résultats très importants du Vlaams Blok en Belgique, 33% lors des élections municipales dans la ville d'Anvers, le poids du Parti du Peuple au Danemark, et plus récemment les 47 sièges obtenus par un groupe d'extrême droite qui s'appelle le Jobbik en Hongrie, hein, qui a pris 17% des voix à l'Assemblée hongroise. Et puis, bien entendu, l'été dernier, la tuerie d'Oslo qui a été perpétrée par un extrémiste, qui a rappelé concrètement l'existence et la dangerosité d'un nationalisme extrémiste européen. D'ailleurs, je crois que son procès ouvre demain. Et puis, plus récemment, carrément la semaine dernière, 4 ministres d'extrême droite qui rentrent dans le gouvernement grec. Et la semaine dernière encore, en Allemagne, la découverte par la police allemande de 10 meurtres commis par un groupe néo-nazi dans la région d'Hanovre. Donc, alors, contrairement aux années 1920-1930, il ne semble pas que les progrès d'extrême droite quand même puissent représenter quand même une menace de pouvoir sur le vieux continent. Mais cependant, face aux résurgences actuelles, il est essentiel de connaître l'histoire du fascisme européen. Et pourquoi l'Europe a-t-elle donné comme ça une naissance au fascisme? Pourquoi elle a engendré le fascisme? Pourquoi une partie de la population européenne accepte-t-elle comme ça de se soumettre à une idéologie qui prône l'action et qui n'hésite pas à recourir à la violence? Car le fascisme, et c'est ce que je vais développer dans cette conférence, c'est bien un phénomène européen qui est lié à notre histoire, qui prend sa source dans plusieurs pays européens, à la charnière du 19e siècle et au début du 20e siècle, sous la forme de mouvements dits pré-fascistes, pour donner naissance dans l'entre-deux-guerres à des régimes totalitaires dans une grande partie de l'Europe. Alors qu'est-ce que c'est que le fascisme, étymologiquement? Est-ce que vous savez ce que c'est? D'où ça vient? Le fascio en tant que tel. En fait, ça date de l'Antiquité. Le fascio, c'était en effet un rassemblement de fusils au repos. C'était le bâton qu'utilisait le licteur, qui était l'escorte du magistrat sous la Rome antique. C'est le bâton qui servait à punir. C'est le martinet de l'époque. Eh bien, le fascisme, donc, au XXe siècle, c'est au sens strict, le terme désigne le mouvement fondé par Mussolini en 1919, qui est anti-parlementaire, anti-libéral et adversaire de la démocratie. Au sens large, parce que souvent on parle de fascisme à tire-larigot, au sens large, en fait, il s'est étendu à tout mouvement politique, s'appuyant sur un pouvoir fort qui exacte le sentiment nationalisme, et on en parlera évidemment à travers le nazisme. Alors quant à l'État fasciste, dont on va pas mal parler durant cette conférence, il est né d'une crise multiforme, économique, sociale, culturelle, qui se caractérise surtout, et c'est ça qui est très important, par une alliance des classes moyennes avec les élites dirigeantes. Parce qu'aujourd'hui, on le verra au cours de la conférence, on parle de fascisme pour beaucoup de partis, mais vraiment le fascisme en tant que tel, c'est vraiment une alliance entre ces classes moyennes et ces élites industrielles, enfin, on en parlera, qui vont donc petit à petit s'appuyer, ces mouvements fascistes, sur la grande bourgeoisie et le grand capital pour accéder au pouvoir et instaurer un régime totalitaire avec un guide
un parti unique, et puis petit à petit des politiques racistes et antisémites. Alors, dans cet exposé, je vais répondre à 3 questions. La première, ce sera pourquoi le fascisme est-il un phénomène européen? Ensuite, comment le fascisme s'établit en Italie et en Allemagne? Et puis, est-ce qu'il y a une tentation fasciste en Europe dans les années 20 et 30? Et enfin, on fera un petit éclairage sur le fascisme de 1939 à nos jours. Donc tout d'abord, pourquoi le fascisme c'est un phénomène européen? Alors, on peut déterminer 3 causes majeures. La première cause, c'est la seconde révolution industrielle. C'est la véritable crise de civilisation qui accompagne la seconde révolution industrielle. Pourquoi? Au cours des 2 dernières décennies du 19e, s'opère une transformation radicale des structures de l'économie capitaliste. Celle-ci va se caractériser par d'importants changements technologiques, l'utilisation de nouvelles énergies, le pétrole, l'électricité, et puis par l'avènement de la production de masse, qui permet d'améliorer la productivité, et par une modernisation et par une concentration géographique des entreprises. Alors je l'ai mis dans le lexique, le taylorisme, qui permet la production de masse, c'est cette époque. La formation d'ententes industrielles et financières va renforcer le pouvoir des grandes entreprises et mettre à mal la concurrence et provoque petit à petit l'effacement des petites et moyennes entreprises qui sont incapables de rivaliser avec ces géants industriels. Les critères de rentabilité générés par le taylorisme en particulier déshumanisent complètement les rapports entre l'homme et son travail. Alors dans des pays où l'industrialisation est récente, comme en Allemagne et en Italie, on observe une véritable déstructuration de la société, l'exode rural progresse, et l'homme européen subit un déracinement profond qui a été très très bien raconté par un auteur français qui s'appelle Maurice Barrès, dans un livre qui s'appelle justement Les Déracinés, où un certain nombre, je crois que c'est si mes souvenirs sont bons, c'est leur professeur qui est lorrain, qui dit à ses petits lycéens, partez à Paris, et là ils se retrouvent face à une société, enfin un environnement qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Et donc l'homme européen subit un déracinement profond qui affecte ses idées et son comportement. Alors cette transformation, cette prise de civilisation, ce à quoi est soumis l'homme européen, s'accompagne aussi de l'apparition de nouvelles technologies qui transforment la vision de l'espace qu'avait l'homme européen avant cette révolution industrielle. Alors il va plus loin, il va plus vite. L'automobile se répand, l'aviation apparaît, la machine à vapeur remplace la machine à voile. Il y a une véritable religion de la vitesse qui se développe et qui va trouver sa quintessence dans un mouvement qui s'appelle le futurisme. Futurisme créé par Marinetti. D'ailleurs, la plupart de ces futuristes rejoindront un peu plus tard le fascisme mussolinien. Alors tout cela trouble profondément la perception traditionnelle de l'homme, qui peut voir plus loin dans l'infiniment grand, mais aussi dans l'infiniment petit. Il faut savoir que le 19e siècle, c'est le moment où les microscopes se développent. Il avait été inventé, je crois, un petit peu avant, et à ce moment-là, les microscopes deviennent les plus performants. Pensez aux travaux de Pasteur, aux travaux du bacille de Koch, je ne sais pas si on dit Koch ou Koch, hein. Voilà, c'est à ce moment-là que ces progrès scientifiques permettent de voir dans l'infiniment petit. Et donc, l'homme européen, en même temps, il se sent en mesure de dominer la nature, et en même temps il est troublé par tous ces bouleversements. Et ces évolutions technologiques, économiques vont bouleverser le corps social, et les masses qui sont détachées du milieu rural, qui sont parties en ville, ont du mal à s'intégrer à ce nouvel environnement. Alors qu'il y a de nouvelles classes sociales qui apparaissent, qui, eux, ont pour objectif de remplacer les élites en place, ou du moins de partager le pouvoir. Alors dans les démocraties d'Ouest comme la France, la cohabitation se passe sans trop de problèmes entre ces nouvelles masses urbaines et les élites au pouvoir. Par contre, dans d'autres pays, eh bien, ça ne se passe pas aussi bien, surtout que ces catégories nouvelles, elles sont divisées entre celles qui profitent de la révolution industrielle, fonctionnaires, professions libérales, et puis celles qui sont déclassées, qui ont du mal à s'adapter, petits commerçants, intellectuels déclassés ou petits propriétaires. Donc cette partie de la population désemparée par cette révolution industrielle, eh bien, elle va rejoindre des mouvements qui vont prôner la violence. Alors là, je vous ai fait tout un lexique. Le premier d'entre eux, c'est l'anarchisme. L'anarchisme, on en parle souvent, mais on ne sait pas toujours ce que c'est. Vous avez l'indication sur le petit lexique que je vous ai donné.
Vous avez les deux grandes figures de proue au début du 20e, fin 19e, début 20e, c'est deux Russes, hein, c'est Bakounine, Kropotkin, hein, je ne sais pas si vous connaissez. Kropotkin, oui, on va y arriver. Le blanquisme, dans la figure de proue n'est autre qu'Auguste Blanqui. Le marxisme d'inspiration sorelienne, qui prône le syndicalisme révolutionnaire. Et puis le nationalisme. Nationalisme qui est né dans la suite du printemps des peuples, en particulier à la suite de l'Allemagne 1870-71, souvent chauvin et xénophobe. Hein, aujourd'hui, le nationalisme n'a pas disparu, il suffit d'aller dans les stades de foot. Il est aussi chauvin et xénophobe, souvent. Hein. Alors tout cela débouche sur une véritable révolution culturelle hein, qui remet en cause la science et ce qu'on appelle le culte scientiste. L'idée que cette science est à l'origine du progrès et du bonheur est de plus en plus contestée. Les travaux d'Einstein et de Max Planck bouleversent les conceptions traditionnelles du temps et de l'espace et marquent pour les hommes la fin du monde stable et rassurant qui était celui de Newton et Descartes. De surcroît, les idées des Lumières dominantes dans la bourgeoisie sont battues en brèche par des conceptions qui réhabilitent la foi, l'action. C'est le moment où on assiste à l'engouement pour le culte du corps, pour le sport, les sports collectifs, des cultures folkloriques. C'est le grand moment des fanfares à la fin du 19e, début du 20e. Hein. Donc, avant-guerre, on voit donc ainsi s'opérer la synthèse entre le nationalisme et les divers courants de l'ultra-gauche. C'est ce qu'on appelle un pré-fascisme qui va se nourrir du rejet des valeurs de la société bourgeoise, issu, on vient de voir, du syndicalisme révolutionnaire et de l'extrémisme contre-révolutionnaire. Ça, c'est donc le premier fait qui va faire le lit du fascisme. Le deuxième événement capital, c'est la Première Guerre mondiale. Alors ça, c'est vraiment essentiel dans la naissance du fascisme en Europe. Parce que les bouleversements liés à la Première Guerre mondiale ne pouvaient qu'accentuer les diverses tendances que je viens de présenter. Les atrocités et l'horreur des combats inclinent les Européens à voir se briser l'image rassurante et idéalisée qu'ils avaient de leur humanité, de leur État. On pensait que l'histoire allait dans le sens du bonheur, du mieux-être, de la démocratie, et tombe la guerre atroce. Vous avez tous sûrement vu déjà des tableaux d'Autodix, ce célèbre surréaliste allemand qui ne va pas de main morte, hein, des tableaux qui racontent bien l'horreur de la Première Guerre mondiale. Donc ces Européens constatent que la foi dans la domination rationnelle du monde et dans sa vertu civilisatrice, dans la vertu civilisatrice de la science, n'est qu'une illusion face à la barbarie et à la guerre industrielle. Donc il en résulte une nouvelle poussée de contestation des valeurs humanistes au profit de la résurgence d'une culture de guerre issue du monde combattant. Alors le monde combattant, ça privilégie ce qu'on appelle la fraternité virile des tranchées, le culte du chef, le goût de la violence, le goût du risque, et puis surtout le goût de l'aventure. Donc cette guerre bouleverse la société, renforce les oligarchies industrielles et financières, enrichit les spéculateurs et crée aussi ce qu'on appelle des solidarités interclasses entre les combattants. À nouveau, je vais faire appel à vos connaissances cinématographiques. Vous avez peut-être vu un film qui s'appelle La Grande Illusion, oui, de Renoir. Hein. Alors, l'aristocrate Boieldieu se sacrifie pour sauver le petit Français qui est maréchal, joué par Jean Gabin. Un très très bon exemple, ce film, de cette solidarité interclasse qui se crée dans les tranchées. Et puis la guerre a pesé lourdement sur les classes urbaines, et en particulier les masses rurales qui sont considérées comme ce qu'on appelle la chair à canon. Hein. Ce sont elles qui ont payé le prix le plus cher. Les classes moyennes aussi, elles sont énormément touchées par la Première Guerre mondiale parce qu'elles ont fourni le plus gros contingent d'officiers et de sous-officiers. Alors déjà avant-guerre, la classe bourgeoise, ou la classe moyenne plutôt, avait connu un déclin économique, mais qui était moins marqué qu'après-guerre. Là, avec la guerre, c'est pas tant. Hein. Ce sont elles donc, qui ont fourni le plus gros contingent d'officiers et de sous-officiers. Et quand elles reviennent, elles éprouvent un ressentiment très très vif à l'égard de l'État libéral, qui ne les a pas protégées de la ruine. Donc, qui n'a pas permis non plus leur réinsertion dans la vie civile. Et voilà, il est là le nœud. C'est ça le point d'achoppement. C'est là que le fascisme va se nourrir de ce ressentiment et va surfer dessus pour en effet se développer après-guerre. Il y a un véritable ressentiment contre les politiques, contre les embusqués, ceux qui ont profité de la guerre, et donc ce sont des mobiles qui conduiront la plupart de ces individus appartenant aux classes moyennes vers Hitler, enfin d'abord Mussolini et ensuite Hitler. Ça, c'était donc le deuxième événement, la Première Guerre mondiale. Le troisième événement, c'est ce qu'on appelle le réflexe
contre-révolutionnaire. Après-guerre, il y a 1917, il y a la vague révolutionnaire, il y a la révolution russe, il y a le bolchevisme, et puis après-guerre, il y a une véritable contagion révolutionnaire, la plus marquée étant la révolution spartakiste en Allemagne, avec Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht. Alors les classes dominantes, elles ne veulent pas de dictature à ce moment-là, elles veulent juste mener une contre-révolution qui leur permettra de garder leurs acquis. Et ce sont les classes moyennes qui vont donc à ce moment-là fournir l'essentiel des troupes et des cadres aux mouvements qui veulent empêcher la contre-révolution bolchevique. On ne veut pas de révolution vraiment, hein. On veut juste instaurer un État qui soit fort. Alors en Allemagne, ça se manifeste par l'apparition de ce qu'on appelle les corps francs, Freikorps, c'est aussi dans le lexique, pour lutter contre la vague révolutionnaire spartakiste. Et en Italie, vous avez les squadrés, ce sont les escadrons qui utilisent le gourdin, pour taper sur les communistes, ça s'appelle le manganello en italien, et l'huile de ricin. Vous avez déjà goûté de l'huile de ricin? C'est pas terrible, hein, mais par contre ça permettait de purger les communismes de leur idéologie. Ça faisait pas mal de dégâts dans l'Italie d'après-guerre. Alors dans un contexte de peur du communisme, toute une partie de la population, les petits bourgeois déclassés, les jeunes officiers, incapables de se réadapter à la vie civile, trouvent dans les mouvements fascistes finalement quelque chose de salvateur qui en plus va leur permettre de résoudre leurs problèmes matériels parce que les grands industriels très malins finissent par financer ces groupes fascistes, bien sûr, pour contrôler toute une partie de la population. Alors, deuxième partie, du coup, après ces trois événements, comment va s'établir le fascisme en Italie et en Allemagne? Comment y a-t-il l'établissement d'un État totalitaire, d'un État fascisme en Italie et en Allemagne? Alors, pour les Italiens, ça commence à Fiume. Fiume, c'est une terre irrédente. Hein. Irrédente, c'est un mot italien. C'est un territoire qui n'a pas été rendu par le traité de Versailles aux Italiens. Alors, ils sont furax. Donc, il y a un poète qui s'appelle Gabriele D'Annunzio qui va là-bas et qui dit « Moi, je veux Fiume ». Donc, je crée un organe militaire qui s'appelle le Comandante en italien. Je suis là, je la veux. Ça ne fonctionne pas parce que la population locale ne se rallie pas à sa cause. Ça échoue. Mais c'est quand même une pierre dans le jardin des fascistes. Excusez-moi, ce territoire, il est donc encore autrichien? Non, il a été rendu aux Italiens depuis. C'est aussi non, mais à l'époque, oui, il est encore autrichien, exactement. On ne l'a pas rendu aux Italiens, qui ne comprennent pas. Mais c'est pas le seul, hein. Il y a 3 terres irrédentes. Hein. Il y a Fiume, puis il y en a 2 autres qui sont autour. Ce qui s'appelle le Tyrol du Sud, ou exactement. Bolzano. Exactement. Et mais ça a été rendu très très tardivement, je crois. Oui, les Autrichiens, ils appellent ça toujours le Tyrol du Sud. Bien sûr, oui. Mais d'ailleurs, Trieste, qui est à côté, c'est pas vraiment une ville italienne. C'est la seule ville italienne où on fait de la choucroute. Véridique, c'est la spécialité de la ville. Pas très italien, hein. Donc, installation de ce petit organe militaire, ça échoue, mais c'est pas grave. Mussolini, lui, a senti le vent tourner. Cet ancien instituteur socialiste, un peu planqué pendant la Première Guerre mondiale, enfin, il a réussi à se faire, je crois... je crois qu'il a été blessé, il s'est débrouillé pour se réfugier en Suisse, et ensuite il va revenir en Italie. Donc en mars 1919, il a créé à Milan une organisation qui s'appelle les Fasci Italiani di Combattimento, petit groupe d'anciens combattants nationalistes et anarcho-syndicalistes, qui a pour objectif de rétablir l'ordre dans l'Italie qui subit une inflation très très importante. Et comme il y a une révolte de paysans, ça inquiète les grands propriétaires terriens qui ont besoin finalement d'un service d'ordre efficace. Alors donc justement au début des années 20, les fascistes se mettent au service des grands propriétaires pour lutter contre la révolution bourgeoise, par l'intermédiaire toujours des squadrés dont on a parlé tout à l'heure. Et il amorce donc sa quête du pouvoir. Alors, chronologiquement, 1921, il obtient 32 sièges aux élections, et puis 1922, c'est la marche sur Rome, dont je crois que je parle dans le lexique. Le roi Victor Emmanuel II, pour éviter un bain de sang, demande à Mussolini de former un gouvernement. Il marche sur Rome sans problème, il traverse toute l'Italie, personne ne l'arrête, et ils sont très très peu nombreux, et il finit par prendre le pouvoir. C'est un coup de bluff extraordinaire, c'est un des plus grands coups de bluff de l'histoire. Personne n'a arrêté. Si on avait arrêté Mussolini, jamais il n'aurait pris le pouvoir. Mais Victor Emmanuel III était très lâche sur le coup et a décidé de lui laisser le leadership. Alors, en 1924, nouvelles élections. Là, le parti fasciste l'emporte. Mais il y a un député italien socialiste qui s'appelle Matteotti qui dénonce ça. Ni une ni deux, les fascistes l'éliminent. Alors là, évidemment, la presse
quand même, il y a encore un peu d'égalité dans cette Italie qui commence à être fasciste. La presse crie au scandale, Mussolini ne lui surlevait pas, il dit oui, en effet, on l'a fait assassiner. C'est comme ça, et dorénavant, c'est la dictature. Et personne ne dit rien. C'est le début de la dictature fasciste. 3 janvier 25, ce sont ils proclament la dictature, et en 26, c'est ce qu'on appelle les lois fascistissimes. Là, ça devient le duce, un terme issu de l'Antiquité. Les opposants sont traqués par une police politique qui s'appelle l'OVRA, OVRA, qui est l'Organisation pour la vigilance contre l'antifascisme. C'est à ce moment-là donc que l'Italie devient un État totalitaire, mais pas tout à fait un État fasciste. Il y a une petite différence, on va le voir tout à l'heure. Si j'arrive à ouvrir le site, je vous ferai une petite diffusion, je vous en parlerai comme ça. Parce que le fascisme italien, à ce moment-là, il se caractérise par quoi? Un petit peu comme tous les régimes totalitaires, par une mainmise de l'État sur tous les rouages de l'État. Le roi n'a plus aucun pouvoir. Vous avez une police politique, donc l'OVRA, qui chasse les opposants. Vous avez le culte du duce, donc le culte de la personnalité. Vous avez une jeunesse qui est encadrée. Alors, les plus petits, c'est les fils de la ville. Et les plus grands, c'est les balilla, du nom d'un petit Italien qui avait été tué. Et puis en 1936, c'est la conquête de l'Éthiopie, un des derniers pays d'Afrique qui n'avait pas été colonisé. Et puis le duce développe une économie dite autarcique. C'est toujours pas un État fasciste à ce moment-là, l'Italie. En fait, il faut attendre 1938 et ce qu'on appelle les lois raciales pour que là, l'Italie, ça se rapproche de l'Allemagne. Voilà. Avant, on ne peut pas considérer vraiment l'Italie comme un État fascisant. C'est avec les lois racistes et le rapprochement de l'Allemagne nazie, avec ces lois qui sont d'ailleurs justement là où la communauté juive était la plus importante en Italie, à Trieste, c'est là qu'elles sont énoncées. Et là, en effet, cette Italie, à ce moment-là, devient fascisante, enfin, telle que on peut le développer, enfin, telle que je le développe ici dans cette conférence. Avant, c'est un État totalitaire. Alors justement, si le fascisme italien se rapproche à ce moment-là du modèle nazi, on va passer justement à l'Allemagne. Alors l'Allemagne, avant la Première Guerre mondiale, c'est un État autoritaire. C'est un empereur qui s'appelle Wilhelm II, Guillaume II, le Kaiser, et c'était donc un régime autoritaire, et puis après-guerre, ça devient une république fragile, qu'on appelle la République de Weimar. Il y a un ressentiment qui naît dans la population, d'abord qui est touché par la crise économique, très très marquée dans les années 20, je vais vous en parler tout de suite. Il y a un ressentiment qui naît dans la population allemande à ceux à qui on attribue la défaite. La gauche révolutionnaire... Si j'appuie? Ouais, normalement. La gauche révolutionnaire, les socialistes et puis surtout les juifs. L'antisémitisme qui devient prégnant dans la société allemande. Ils sont accusés les premiers d'avoir tiré profit du capitalisme, de propager des idées marxistes et révolutionnaires, et puis surtout de créer d'une conjuration qui leur permettra de dominer le monde. Ça, c'est un discours qui nourrit toujours l'extrême droite. C'est à ce moment-là que ça apparaît. Et la crise économique, elle touche de plein fouet l'Allemagne, et elle engendre justement la création de ces groupuscules d'extrême droite. Alors j'ai un petit texte là du futur architecte d'Hitler qui s'appelle Albert Speer, et qui adorait faire des randonnées à vélo dans la forêt noire dans les années 20. Et alors il se balade à vélo dans la forêt noire, et alors il arrive à un moment, il est inscrit dans son journal intime, il arrive dans une chambre d'hôtel. Très bon marché ici, pour vous montrer à quel point la crise économique et le marque ne valait plus rien. La chambre d'hôtel, 400 000 marques. Le dîner, 1 800 000 marques. Vous voyez, vous avez bien fait de venir ce soir, ça coûte moins cher. Un demi-litre de lait, 250 000 marques. Et un déjeuner dans une auberge, un peu avant l'inflation, 20 milliards de marques. 23-24, je crois qu'un dollar valait 1 milliard de marques. On voyait les Allemands qui se baladaient avec des brouettes de marques dans la rue pour aller chercher le pain. Avant l'euro, une brouette de marque, on pouvait acheter plusieurs Volkswagen. C'est d'accord, c'est un peu différent. Vous voyez l'inflation, à quel point ça a touché l'Allemagne, à quel point ça a pu évidemment mettre en désarroi une grande partie de la population outre-Rhin. Donc c'est dans ce contexte que va évoluer Hitler. Hitler, c'est un déçu de la Première Guerre mondiale, c'est quelqu'un qui a fait la Première Guerre mondiale, il est issu aussi d'une famille déclassée, son père était un fonctionnaire, qui a subi aussi le chômage. C'est un gars qui a été refusé aux Beaux-Arts de Vienne. Si Hitler n'avait pas été refusé aux Beaux-Arts de Vienne, bon, il se retrouve dans la rue à faire quelques aquarelles qui ne sont pas de très très grande qualité. Bon, et puis finalement il va trouver un filon, ça s'appelle,
après-guerre, le Deutsche Arbeiterpartei, DAP, excusez-moi pour mon allemand, qui deviendra un peu plus tard, en 1918, le NSDAP, le Parti national socialiste des travailleurs allemands. Lui, il est en rage après la défaite, hein, il veut que ça change, donc il finit par prendre la tête de ce parti en 1921, avec sa milice armée, les SA. Hein. Ernst Röhm était un des meilleurs amis d'Hitler. En 1923, le putsch de la brasserie. Il tente de prendre le pouvoir à Munich, ça ne réussit pas, il passe quelques mois en prison, il en profite pour écrire Mein Kampf, dans lequel en effet il développe ses idées sur l'arianisme, sur l'espace vital en particulier. Une fois libéré, il va créer sa propre milice qu'on appelle les SS, ce sont les Schutzstaffel, c'est-à-dire en allemand l'escadron de protection, ou l'arme de protection de l'escadron plutôt. Et la crise de 1929 va lui permettre d'arriver au pouvoir de manière quasi légale. Le pays est ruiné, les masses sont plongées dans un véritable désarroi et sont prêts à finalement ont besoin d'un sauveur pour sortir de la crise. Et puis la République de Weimar et les communistes se révèlent inefficaces. En janvier 1933, donc le président Hindenburg appelle Hitler à la chancellerie. En mars, il obtient les pleins pouvoirs. Puis il élimine ses adversaires politiques lors de la célèbre nuit des longs couteaux, le 30 juin 1934. Et puis à la mort d'Hindenburg en août 1934, il devient le maître absolu du pays, après avoir fait incendier le Reichstag par Van der Lubbe, un néerlandais dit communiste qui était un peu simple d'esprit. Ça lui permet de mettre en place un État totalitaire. Et là, en effet, alors qu'il y avait une alliance de fait entre les classes moyennes et les possédants, petit à petit, ce sont les grands industriels qui vont financer le parti nazi. Alors pourquoi les industriels financent le parti nazi? Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent maîtriser Hitler et ses sbires. Petit à petit, ils vont se rendre compte que ça va être très très compliqué. Il y a un autre film qui raconte très très bien ça, finalement, le fait que Hitler dépasse comme ça ses industriels ou ses cadres, c'est Les damnés de Visconti. On voit très très bien justement comment il arrive à se passer de ces industriels, comment il arrive à passer au-dessus, et finalement c'est lui qui finit par les maîtriser. Alors l'Allemagne nazie, c'est un Führer, hein, c'est le guide, c'est lui qui détient tous les pouvoirs. Il est chef des armées, il est chancelier, il est, comme Mussolini, on lui voue un culte. Le parti exerce le pouvoir par la terreur et la violence grâce à la SS, la Gestapo, les premiers camps de concentration qui sont créés en 1933. Bon, les masses sont embrigadées dans les jeunesses hitlériennes, là je vous apprends rien, mais surtout, et là c'est la différence fondamentale avec l'Italie du début, c'est que le régime il est fondé sur une politique raciste et antisémite qui affirme la suprématie des Aryens sur les autres civilisations. Le point d'orgue de la politique raciale, ce sont les Noix de Nuremberg en 1935, qui trouvent leur prolongement dans la nuit de cristal de 1938, véritable prélude au génocide. Quant à la politique extérieure, elle est belliqueuse, c'est l'espace vital, Anschluss 1938, aidé en cela en effet par les grands groupes industriels, Thyssen, Krupp, les grands groupes industriels de la Ruhr. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, le début de l'hitlérisme, on est passé d'un fascisme qui était révolutionnaire, qui promettait à une population le retour d'un âge d'or, la fin de la crise économique. Bah, c'est plus tout à fait la même chose. Ce sont les élites qui gardent une grande part du pouvoir, même si le parti rogne de plus en plus sur le pouvoir, et petit à petit, et ça c'est ce qu'on appelle le stade ultime du fascisme, il n'y a que l'Allemagne nazie qui soit arrivée à ça, c'est ce qu'on appelle l'État SS en 1941. Où Himmler, ça devient quasiment l'alter ego d'Hitler. Hein. Les grands groupes industriels là, sont dépassés par le parti nazi. En Italie, il n'y a pas ça. Il n'y a pas cette... Il y a des résistances, en fait, finalement, à ce fascisme mussolinien. L'Italie, ça n'a pas connu comme ça une espèce d'aristocratie militarisée, fanatisée, qui prend le pouvoir. Alors, il y a diverses explications. On dit qu'en Italie, finalement, le modèle latin, matiné du catholicisme, avec les grands propriétaires terriens, savaient résister finalement à Mussolini. En Allemagne, c'est une hypothèse, hein, et il y en a d'autres, part du principe que justement le principe protestant fait qu'on obéissait plus davantage à l'État, qu'on s'effaçait davantage à l'État. Hein, je ne sais pas si vous avez vu le film qui s'appelait Le Ruban Blanc. Oui. On voit les prémices de ça justement, c'est ça qui est très intéressant dans ce film, d'ailleurs qui fait peur, hein. C'est un film qui angoisse terriblement, parce qu'on sent justement ces prémices, cette obéissance à l'État et cette capacité à aller vers la terreur. Voilà, elle est là la différence fondamentale entre l'Italie mussolinienne et l'Allemagne nazie. Il y a une anecdote, quand les Italiens doivent s'occuper de la partie alpine
de la France la frontière, Hitler, au bout d'un moment, il n'en peut plus parce que c'est une passoire. Les Italiens, ils laissent passer tout le monde. D'accord. Et finalement, la police politique italienne, elle était moins dure, moins sévère que les gars là, qui vont faire la rafle du Veldiv à Paris en 1942. Voilà. C'est pas la même chose. Voilà, il y a une différence. Il y a des similitudes, mais la différence fondamentale entre ces deux fascismes, et là, même si ce sont deux pays qui sont allés presque au stade ultime du fascisme, enfin, plus l'Allemagne, en effet, que l'Italie. Alors c'est là que je vais vous montrer le petit film, et je ferai ça tout à l'heure en conclusion, vous montrer comment, à travers le film sur le congrès de Berlin de Leni Riefenstahl, on voit ce que c'est que l'homme nouveau hitlérien. Comment l'aile de l'avion qui se profile, l'espèce de messie là, qui arrive au-dessus de Nuremberg avec les maisons à colombage, la tradition, avec la foule en délire, c'est le stade ultime du fascisme. Hein. Du point de vue formel, c'est magnifique. Du point de vue idéologique, évidemment, c'est particulièrement discutable. Alors, deuxième partie, donc, enfin, deuxième partie, toujours dans cette deuxième partie, c'est la tentation fasciste en Europe. Est-ce qu'il y a eu une tentation fasciste en Europe? Est-ce qu'on est allé comme ça aussi loin qu'en Italie et surtout en Allemagne? Alors, en Europe du Nord et de l'Ouest, il y a des mouvements fascistes qui se développent surtout pendant la crise économique. Début des années 30 jusqu'en 1935-36, parce qu'après, il y a une reprise économique qui font que ces partis vont un peu tomber en désuétude. Alors, il y a un certain nombre de régimes dictatoriaux qui vont s'installer en Europe de l'Est, dans les pays méditerranéens, mais on ne peut pas vraiment les qualifier de fascistes, parce qu'ils ne se fondent pas sur les mêmes assises sociologiques, ni sur le même projet de société. L'objectif, c'est plutôt de faire revivre les institutions traditionnelles, ce sont des États réactionnaires. L'objectif, c'est pas de créer une humanité nouvelle à la Hitler. Alors en France, donc là en effet le lexique est assez complet. Il n'y a pas vraiment de fascisme dans les années 30, mais il y a énormément de partis populistes, réactionnaires, de ligues, les ligues des anciens combattants. Alors vous avez les Croix de Feu du colonel de Larocque, vous avez les francistes de Marcel Bucard, proche de Mussolini, l'Action française de Charles Maurras, l'Action française qui au début n'est pas monarchiste, c'est avec Charles Maurras qu'elle le deviendra. La Cagoule, activiste proche de Mussolini, c'est même un groupe terroriste, il tentera d'assassiner Léon Blum, et il est financé, la Cagoule, par le président d'un célèbre groupe industriel, qui prendra le nom plus tard de L'Oréal. Il s'appelle François Dalle, le monsieur, qui est connu pour, pendant des années, ne pas avoir voulu fournir les produits L'Oréal à Israël. Ce qui n'est pas grave, c'est un très très bon produit sur la mer Morte, produit cosmétique. Bon. Alors, on a aussi la Fédération des contribuables, voilà, moins d'impôts. Il y avait déjà des poujadistes dans les années 30. Et puis il y a un front paysan de Dorgère qui lui a des chemises vertes. Il y a tout un contingent de chemises vertes. Ces mêmes ligues, on les retrouve le 6 février 1934 dans ce qu'on a souvent accusé à tort de coup d'état fasciste. C'était pas un coup d'état fasciste, c'était un coup de force pour faire pression sur le gouvernement français. Il y a un coup de force qui va déboucher sur une crise et qui donnera naissance au Front populaire. Et c'est Léon Blum lui-même d'ailleurs, le leader du Front populaire, qui va dissoudre ces groupes en juin 1936. En France, il y a aussi des intellectuels qui vont se rattacher au fascisme. Il y a Drieux-La Rochelle, et puis il y a Brasillac, ancien journaliste, écrivain, critique de cinéma, qui, eux, pensaient à un panfascisme européen, une grande association de tout. Ils ont une espèce d'idéal absolu en pensant que ces idées sont extraordinaires, elles vont changer la nature humaine. Ils sont été un peu... ils se sont laissés séduire, quoi. Ils se sont laissés prendre un certain mirage. Donc en fait, le seul vrai parti fasciste en France, c'est le PPF, c'est le Parti populaire français de Doriot, qui a été fondé en 1936, qui a connu en 35-36, enfin 36-37, une certaine popularité. Il y a même principe que dans les partis fascistes, vous avez le salut romain, le culte de Jeanne d'Arc, des propos antisémites. Doriot, on en reparlera lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais bon, c'est un parti qui n'a pas une audience très très importante. Il y a un autre parti, c'est le RNP de Marcel Déat, mais celui-là, il apparaît lors de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est pour la France. En Grande-Bretagne, vous avez la BUF, BUF, la British Union of Fascists de Mosley, alors, qui ressemble très peu d'adhérents, une vingtaine de milliers d'adhérents. En Belgique, vous avez le mouvement rexiste de Léon Degrelle. Alors, le mouvement rexiste de Léon Degrelle, il est resté très célèbre parce qu'il y a un grand dessinateur qui a adhéré à un moment, paraît-il. Il s'appelait Hergé. Voilà, malheureusement pour lui. Hein. En fait, il a fait ça surtout parce que le mouvement rexiste publiait un journal qui lui a permis de manger, quoi, voilà, à ce moment-là. Après, Hergé, est-ce qu'il était fasciste, ça on n'en sait rien.
Aux Pays-Bas, vous avez Anton Mussert, qui lui aura carrément le pouvoir aux Pays-Bas durant la fin, pas le pouvoir, mais qui sera un collaborateur actif durant la Seconde Guerre mondiale. Et puis en Europe de l'Est, vous avez aussi des groupes fascistes. Alors en Lettonie, vous avez Gustav Chamlin, c'est sur le lexique, avec les Perkonkruts, qui tentent des coups d'État à tir-larigot. Mais comme dans ces pays, il y a un régime autoritaire qui est fort sur place, à chaque fois ces partis rapidement sont liquidés. En Pologne, vous avez la phalange de Boleslav Piasecki, qui était surnommé affectivement Chou. C'est plus facile à dire que Boleslav Piasecki, d'accord, avec son groupe qui s'appelle ONR, Oboz Narodowo Radikani. Alors ça, ce sont aussi des groupes fascistes. C'est un groupe fasciste qui sera aussi contenu par le pouvoir autoritaire du maréchal Pilsudski qui est en place. En Yougoslavie, vous avez le parti fasciste de Lusaca, Dante Pavlevich. Alors lui, il est connu parce qu'en 1934, il va exercer le pouvoir en Croatie durant la Seconde Guerre mondiale. Il a commis un attentat à Marseille. Il a fait assassiner un roi. Il a assassiné le roi Alexandre de Croatie en octobre 1934. Et lui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ceci expliquant cela, il va commettre énormément d'exactions contre les Bosniaques et puis surtout les Croates. Pas les Croates, les Serbes, pardon. Qui vont être éliminés, qui vont être balancés en effet aux nazis. Et le dernier régime fasciste qu'on ait connu en Europe, qu'on peut appeler fasciste, c'est le régime serbe, qui a fait la même chose avec les Croates à la fin du XXe siècle. Voilà, c'était donnant-donnant. Ça évidemment on le dit rarement, mais c'est ce qui s'est passé. À cette époque, Pavlevich a fait ça avec les Serbes. La Roumanie aussi, la Roumanie avec Codreanu, qui est un politicien nationaliste qui lui sera éliminé avec sa garde de fer, qui sera éliminé carrément par le roi Carol de Roumanie. En Autriche, vous avez le chancelier Dollfuss qui utilise un mouvement qui s'appelle MVAR, le gardien de la maison. Et puis enfin, vous avez les pays méditerranéens. Alors les pays méditerranéens, c'est très intéressant parce que les dictatures ont été mises en place très très tôt. Salazar, Estado Novo, c'est 1924-25, je crois. D'accord ? C'est pas vraiment des gouvernements fascistes là, c'est des gouvernements réactionnaires, c'est traditionnel. Il n'y a que Franco finalement qui a utilisé ce qu'on appelle la phalange fasciste de Primo de Rivera lors de la guerre civile, mais après ils vont être éliminés parce qu'ils embêtent Franco. Et puis vous avez aussi Metaxas en Grèce, voilà. Ce sont des gens qui sont dans le traditionnalisme, dans le retour des valeurs chrétiennes. C'est pas vraiment fasciste, il n'y a pas d'idéal raciste, enfin, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas d'antisémitisme, il n'y a pas vraiment de racisme. C'est voilà, c'est autoritaire, mais on ne peut pas considérer ça comme fasciste. Alors, troisième et dernière partie, le fascisme de 1945 à nos jours. Alors, je vais passer assez rapidement sur la Seconde Guerre mondiale, parce qu'en fait la tentation fasciste durant la Seconde Guerre mondiale, elle est liée à l'occupation de l'Europe par les nazis. Vous avez Mussert aux Pays-Bas, là, j'en parle assez longuement dans mon lexique, qui lui en effet va collaborer allègrement, et c'est pas lui qui aura le pouvoir, c'est Seyss-Inquart, mais il va en effet commettre énormément d'exactions. Van de Ville en Belgique, et puis vous avez Quisling en Norvège, qui lui vraiment instaure un état nazi en Norvège. Ça a été un des pires collaborateurs de la Seconde Guerre mondiale. C'était vraiment un état nazi. Et puis il y a Vichy. Alors est-ce qu'on peut dire que Vichy c'est un état fasciste ? C'est la question que beaucoup d'historiens se posent. Alors, on dit que Vichy a été un état fasciste à partir de 1942. Avant c'est un peu Franco, voilà, oui, c'est une hypothèse, on pourra en discuter tout à l'heure. Avant la rafle du Veldiv, est-ce que Vichy est un état fasciste ? Est-ce que c'est un état, est-ce que la révolution nationale, avec ses principes traditionnels, travail, famille, patrie, est-ce que c'est considéré comme un état fasciste ? On dit, c'est vrai que l'hypothèse de dire qu'à partir de 1942, avec l'occupation de la zone sud, Vichy devient fasciste parce que les fascistes infiltrent les rouages de l'État, le PPF de Doriot prend de plus en plus d'importance, il y a la rafle du Veldiv, il y a Pierre Laval, des gens de sinistre mémoire, et les nazis, surtout à ce moment-là, subventionnent et encouragent énormément tous les partis fascistes en France, le PPF et le RNP de Marcel Déat. Voilà. Donc c'est un peu la question on pourra peut-être en parler tout à l'heure, et puis c'est aussi le moment où il y a beaucoup de Français qui s'engagent dans la LVF, la Légion des volontaires français pour aller combattre les soviétiques sur le front russe. Et la Waffen-SS ratisse large, ratisse dans tous les pays, c'est une internationale militaire. Alors depuis 1945, le fascisme n'a pas disparu en Europe. Dans les années 60, en Allemagne, vous avez le NDP de von Taden, un petit groupe fasciste,
aura des résultats électoraux assez performants dans les années 60. Vous avez les groupes néo-nazis qui existent toujours. Ils sont très, très surveillés par la police allemande, mais enfin là, j'en ai parlé tout à l'heure en introduction, ils sont en train de revenir sur le devant de la scène. Puis en Italie, vous avez le MSI. Alors le MSI, vous connaissez, la Ligue Lombarde d'Umberto Bossi, un des bras droits de Berlusconi, est issu du MSI, le mouvement social italien. Ça a été créé après la Seconde Guerre mondiale. C'est un parti qui a connu dans les années 70 un succès électoral très très important. Pourquoi? Parce que les années 70, c'est les années de plomb en Italie, il y a eu énormément d'attentats, il y en a un très célèbre qui est à la Piazza Fontana de Milan qui a fait plusieurs dizaines de morts. Et là, en effet, commis par l'extrême gauche, les partis fascistes en Italie, le MSI, montent en flèche. Malheureusement pour eux, dans les années 80, il y a un attentat à la gare de Bologne qui est attribué cette fois-ci à l'extrême droite, qui fait tomber en effet ce MSI, ce parti fasciste italien, un peu dans les oubliettes, même si en effet, j'en ai parlé tout à l'heure, la Ligue Lombarde d'Umberto Bossi s'affirme comme le successeur un peu du MSI. En Grèce, vous avez la dictature des colonels, 67 à 73, un régime autoritaire. En Grande-Bretagne, il n'y a pas vu vraiment de mouvement néofasciste après-guerre. Vous avez quelques skinheads qui vont taper sur les immigrés pakistanais. En Espagne, il y a une tentative de putsch après la mort de Franco, en Cortés, qui va échouer grâce au courage du roi Juan Carlos. Et puis en France, après la Seconde Guerre mondiale, il y a, dans les années 50, un peu après les lois d'amnistie de 1954, qui amnistie tous ceux qui avaient collaboré, la résurgence d'idées fascisantes. Alors il y a Maurice Bardèche. Maurice Bardèche, c'est celui qui prône le négationnisme, non-existence des chambres à gaz. D'accord? C'est aujourd'hui condamnable par la loi. Dans les années 50 aussi, vous avez le mouvement poujadiste du DCA, l'Union des commerçants et artisans, qui en 1956 va rentrer à l'Assemblée, avec un discours anti-parlementaire et anticapitaliste. Parmi les membres du DCA, il y a un certain Jean-Marie Le Pen, qui devient le plus jeune député de France en 1956. Alors le mouvement entretient des rapports avec les nostalgiques du pétainisme et fait figure de rassembleur des tendances néofascistes. Dans les années 60, vous avez l'OS, l'organisation armée secrète, qui a perpétré un certain nombre d'attentats, dont le plus célèbre est celui contre De Gaulle, sur la route du Petit Clamart. Et puis, vous avez un certain nombre de mouvements qui se disent fascistes. Alors, vous avez un mouvement qui s'appelle Jeunes Nations, créé par Pierre Sidos. Pierre Sidos, c'est le fils d'un ancien des Jeunesses Patriotes, proche de l'amiral Darnan. Ils vont faire parler d'eux. Ils vont prendre par exemple d'assaut le siège du Parti communiste à la place du colonel Fabien en 1956. Alors, ils sont dissous en 1958 par Pierre Flimelin. Pierre Flimelin, je vous rappelle, c'est celui qui est resté quelques semaines président du Conseil au moment du retour de De Gaulle, d'accord, en 1958. Donc c'est peut-être que Flimelin, ça veut dire en alsacien petite cerise. Bon, eh bien, Pierre Flimelin va dissoudre ces groupes extrémistes. On n'entendra plus parler jusqu'à le retour dans les années 60 de ce qu'on appelle la Fédération des étudiants nationalistes, à la tête de laquelle on retrouve Alain de Benoît et François d'Orcival, célèbre journaliste aujourd'hui, avec comme objectif de chasser les communistes des campus français. En 1963, ils font scission et là est créé un groupe qui est un des groupes les plus connus un des groupes extrémistes de droite les plus connus dans les années 60 en France, c'est le groupe Occident. Occident, qui cite allègrement Céline, Brasillac, Maurras, sont de vrais radicaux, eux. Leur mot d'ordre, c'est tuer les communistes partout où ils se trouvent. Et parmi eux, on trouve un certain nombre de personnes qui depuis ont fait une carrière politique. Alain Madelin, Gérard Longuet, Xavier Hofer, un des plus grands spécialistes du terrorisme international, et puis Patrick Devedjian, président du Conseil général des Hauts-de-Seine aujourd'hui. Voilà. Des gens qui, en mai 68, couraient après le gauchiste dans les rues de Paris pour le tabasser. Ils sont dissous, justement, en octobre 68. Et ces leaders, Gérard Longuet, puis un autre, un théoricien, qui s'appelle François Duprat, crée un mouvement qui s'appelle Ordre Nouveau. Alors, Ordre Nouveau va aussi, en effet, chasser les communistes. Ordre Nouveau, même, et François Duprat en particulier, va être, paraît-il, ça c'est ce qu'on a dit pendant très longtemps, un des membres éminents de la cellule Afrique de l'Élysée en Afrique, proche des services secrets. Enfin, en tout cas, François Duprat et Gérard Longuet donneront naissance un peu plus tard
en juin 72, au Front National pour l'Unité Française, qu'on appelle plus communément le Front National. Front National dont le symbole n'est autre que le faisceau italien, l'oriflamme, repris du MSI, mais aussi du parti fasciste. Alors c'est un parti qui dénonce la corruption généralisée, l'immigration. Ça ratisse assez large, hein, c'est vrai. Ils ont connu dès 1984 des succès à Dreux, puis ensuite aux élections européennes, pour l'apogée, bien entendu, qui est l'arrivée du Front National au second tour en 2002. Alors, le Front National, c'est pas un parti fasciste, hein, c'est un parti populiste. C'est un parti populiste parce que son objectif, c'est de critiquer la démocratie représentative. C'est-à-dire, il y a des organes institutionnels, son objectif, c'est de critiquer. On se demande même si son objectif, parfois, c'est d'arriver au pouvoir. Parce que s'ils n'avaient plus cette possibilité de critique, évidemment, qu'est-ce qu'ils feraient? Quand on voit le programme du Front National, aujourd'hui, c'est totalement abscon. Enfin, c'est absurde, d'accord? Donc ça reste un parti populiste, c'est pas un parti vraiment fasciste. Mais en effet, c'est, à l'instar des autres partis d'extrême droite qui ont le vent en poupe en Europe actuellement, ils surfent allègrement en effet sur la crise économique. Voilà. En conclusion, avant vos questions, alors ça, en effet, la menace fasciste, elle reste, en effet, elle existe toujours. On peut pas penser, je pense pas qu'il y ait la menace d'un pouvoir fasciste parce qu'il n'y a pas de révolution bolchevique, il n'y a pas de mouvement contre-révolutionnaire. Alors c'est vrai qu'il y a une crise économique qui est patente, qui est marquée, qui fait qu'en effet ces groupes reviennent sur le devant de la scène. Mais bon, le spectre d'une révolution généralisée, on en est quand même un peu loin. Mais attention, quoi, il ne faut pas en effet relâcher sa vigilance. Dernièrement, il y avait un sondage, je crois, qui est paru, qui expliquait que la majorité des hommes de 30 ans en France étaient à l'écoute des thèses de l'extrême droite. Plus pour la crise économique, mais plutôt pour la montée de l'islamisme. Voilà. On n'est plus du tout dans les mêmes... il y a des similitudes avec ce qui existait, enfin ce qui existait au début des années 20, enfin dans les années 20-30, mais les cibles ne sont plus les mêmes. Et puis ça en effet, c'est prégnant. Hein. Je vous en ai parlé tout à l'heure au début de mon intervention. L'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, ce sont en effet des régions dans lesquelles les partis populistes d'extrême droite ont le vent en poupe. Voilà. Maintenant, de là à avoir un pouvoir fasciste, on en est peut-être loin. Voilà, j'attends vos questions et vos remarques.